faciliter les opérations de Michel Foglia quand elle rédige le compte-rendu. Et puis vous noterez également la présence de caméras dans la salle de façon à pouvoir honorer les obligations qui sont faites du fait d'un quorum allégé pour cause de crise sanitaire et de confinement. Et donc c'est ce qui justifie d'ailleurs le quorum allégé à 59 participants. Il me faut désigner un secrétaire de séance pour commencer, qui se porte volontaire. Le dernier arrivé. Le dernier arrivé. J'ai pas le droit de le désigner, mais est-ce que par hasard, Jean-Pierre, tu accepterais d'être secrétaire de séance? Voilà. Parfait. Ah, c'était pas tout à fait le dernier. Donc Jean-Pierre Sicre, secrétaire de séance, merci. Alors avant de rentrer dans l'ordre du jour, je vais d'abord vous informer de sa légère modification. Il y a certains points que nous ne verrons pas finalement ce soir. Je vais vous en faire lecture donc, par rapport à l'ordre du jour qui vous a été envoyé. Le point 5, élection des membres des commissions. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un point qu'on verra lors d'un prochain comité syndical, de sorte que les candidatures aient le temps de se manifester une fois qu'on aura instauré tout à l'heure les dites commissions. Les points 6 et 7 qui concernaient la désignation d'une part des représentants à la commission de suivi de site pour notre installation de Berbiac, d'une part, et d'autre part, au point 7, la désignation des membres du comité syndical à la CCSPL sont de la même façon deux points que nous verrons lors d'un prochain comité syndical. Au point 9, nous avions la reconduction de la réduction du coût de traitement accordé à la communauté de communes du pays de Mirepoix. Même chose, nous verrons ça lors du prochain comité. Et puis ensuite, en fin d'ordre du jour, vous trouverez au point 15 et 16. Donc au point 15, la modification du tableau des emplois permanents. Et au point 16, la création d'emplois pour accroissement temporaire d'activité, deux délibérations que nous aurons le loisir de prendre lors d'une prochaine réunion. Premier point donc, à l'ordre du jour, comme de coutume, il s'agit d'approuver le procès-verbal de la précédente séance qui s'est tenue le 17 septembre 2020. Est-ce qu'il y a à son propos des remarques ou commentaires? Des demandes de modification ou rectification dans sa rédaction? Non, donc s'il n'y en a pas, je le soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions à son approbation? Des abstentions? Alors, un petit rappel, il faut que je le redise à chaque séance, mais il vous a été remis à l'entrée de la salle des cartons de vote qui correspondent à vos différents territoires. Donc pour faciliter là aussi, quand on aura besoin de compter, quand vous votez en comité syndical au SMECTOM, on lève son carton. Voilà. On a donc une abstention, si j'ai bien fait le compte, procès verbal adopté. On passe donc au point 2. Il s'agit, comme je vous l'avais annoncé donc à la séance précédente, de modifier le nombre de vice-présidences. Donc, en septembre, nous avions établi un bureau composé de 15 vice-présidents, c'est-à-dire 16 membres, y compris moi-même. Chaque EPCI étant représenté d'un délégué, deux pour la communauté de communes Porte d'Ariège-Pyrénées et l'Agglo Foix-Varilhes. Je vais vous proposer ce soir donc d'ajouter un vice-président supplémentaire. Rappelez-vous, le but étant de pouvoir intégrer M. Philippe Pujol, président de la communauté de communes du pays de Tarascon, au sein du bureau. Toujours est-il qu'il nous faut, dans un premier temps, adopter la modification du nombre de vice-présidents. Est-ce qu'il n'y a pas de questions par rapport à ce point? Donc je vous propose de créer un siège supplémentaire de vice-président et de porter ainsi leur nombre à 15. C'est une vice-présidence qui sera donc attribuée à la communauté de communes du pays de Tarascon, étant entendu qu'au SMECTOM, les vice-présidences sont attribuées de façon géographique. Et je vais également devoir vous faire
la lecture quelque part, ou peut-être qu'on peut l'afficher au tableau, l'ordre également du tableau, puisque nous avions Monsieur Rouen qui occupait la place de deuxième vice-président dans l'attente de l'intégration de Monsieur Philippe Pujol. Donc on va rajouter une 15e vice-présidence. Et donc on aura la communauté de communes du Pays de Tarascon qui restera là où elle est en place de deuxième vice-présidence, et donc une 15e vice-présidence sera ajoutée en fin de tableau. M. Pujol prendra la deuxième vice-présidence s'il est élu tout à l'heure, et M. Rouen occupera la deuxième vice-présidence de ce pays. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques avant que je soumette aux voix? Non. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ni l'une ni l'autre, la modification est donc adoptée. Nous allons donc pouvoir passer à l'élection de ce vice-président supplémentaire. Donc, vice-présidence attribuée à la communauté de communes du Pays de Tarascon. Je vous expliquerai les modalités de vote tout à l'heure. Monsieur Philippe Pujol est donc candidat. Est-ce que vous nous confirmez être toujours candidat à l'élection de cette vice-présidence, Monsieur Pujol? Y a-t-il d'autres candidatures dans la salle? Non? Donc on va procéder aux opérations de vote. Il vous a été remis à l'entrée de la salle un certain nombre de bulletins en fonction des pouvoirs que vous pouviez éventuellement détenir. Monsieur Médici va circuler avec l'urne de façon à ce que vous puissiez remettre ce bulletin sur lequel vous aurez écrit le nom du candidat qui vous agrée. Donc s'il s'agit de Monsieur Pujol, Monsieur Philippe Pujol, vous pliez votre bulletin en 4 et vous le glissez dans l'urne, s'il vous plaît, lors de son passage. En 4, a priori. Ouais. On va les appeler, ensuite on va demander des 3 ou idéalement 4 volontaires ensuite pour les poser. Du temps que M. Médici tourne, commence à y réfléchir, j'aurais besoin de 4 volontaires parmi les élus pour participer aux opérations de dépouillement, là, tout à l'heure, quand on aura fini le tour. M. Ragaru. Très bien, M. Ragaru, donc. 1. M. Vidal. M. Vidal, 2. M. Joussomme. M. Boy et M. Joussomme. Pardon? Joussomme. Joussomme. M. Joussomme et M. Boy. Donc on aura nos 4 volontaires pour faire le dépouillement à l'issue des opérations de vote. Merci.
bien pour les suivants, lorsque vous avez 2 ou 3 bulletins, je vous invite à les déposer l'un après l'autre et pas les 2 ou 3 ensemble parce que je suis censé contrôler et je ne peux pas toujours voir si c'est 2, 3 ou je vous remercie. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu ce que M. Médici vient de demander. Simplement, quand vous avez plusieurs bulletins, vous les déposez l'un après l'autre et pas pliés les uns dans les autres ou en même temps à l'intérieur de l'urne, afin qu'il puisse vérifier que vous déposez bien le nombre de bulletins qui vous a été alloué à l'entrée de la salle. Merci. En fait. Ouais. Pris un coup. J'ai pas voté. On n'a pas voté. Non, pas encore. Non, j'en ai eu un. Allez, je vous remercie. Ah oui, c'est compliqué là. Allez pas nous faire un accident du travail. Hein. C'est pas le moment. Je vous demande pas votre carton. Il est par là. Non. Je l'ai montré tout à l'heure. 3. J'en ai qu'un moi. 3. C'est acrobatique hein.
Bien, donc messieurs, si vous pouvez monter, puisque le dépouillement se fera sur la table à ma gauche, là, s'il vous plaît. Il est bien coloré ce gel hydroalcoolique là. Ouais, bizarre, hein. Il y a un souci technique? Ah, la box internet. Il faut demander à Thomas, il est au courant lui. 116. 116 votants. Vous avez une feuille là, vous là. 116 votants, vous avez voté quel bulletin? Monsieur Médici, vous pouvez monter s'il vous plaît près des 116 bulletins. des opérations de dépouillement pour pouvoir consigner. Combien on est censé? On est 50, enfin on était sur un quorum de 59, mais je pense qu'on l'a un petit peu dépassé, plus les procurations. Non mais ça va mieux, on a eu un bureau la semaine dernière, je sais plus quel jour c'était. C'est caillé mon pauvre dans cette salle. Chauffage, oui. Quand le chauffage doit se couper, Ouais, je sais pas, ils ont un gros problème en fait. Non mais il fonctionne très mal et puis de temps en temps il se coupe carrément, il envoie du froid au lieu d'envoyer du chaud. Moi je pouvais plus écrire à la fin de la séance. Ah, c'était vraiment de la torture. En plus l'ordre du jour était long, donc ça a duré assez longtemps, c'était insupportable. Pardon? Pujol. 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 Blanc. Blanc. Pujol. Il y a personne qui s'appelle Blanc. Pujol. Non, pas les délégués. T'as pas de délégué qui s'appelle Blanc, non. Non, c'est un bulletin blanc. Pujol. Pujol. Vous trouvez la box?
Ils ont trouvé là-bas. Plus jaune. Il faut demander à Thomas qui est accompli ici, là. D'accord, je vais Thomas, qui est le président de l'aglo, à mon avis, il doit être au courant quand même. poser la question. Michel m'a demandé de Plus jaune. poser dans le code, il n'est pas d'accord avec moi, enregistré. Plus jaune. Plus jaune. Plus jaune. Plus jaune. Ah, tu sais pas? Plus jaune. Il y a un répéteur Plus au-dessus. jaune. Ah oui, il y a un pétard. Blanc. Plus jaune. Plus jaune. Plus jaune. Blanc. Plus jaune. Plus jaune. Plus jaune. Plus jaune. Blanc. Plus jaune. Plus jaune. Blanc. Plus jaune. Il ne doit pas y avoir assez de Blanc. débit, je pense. Il ne doit pas y avoir assez de débit, je pense. Il y a une mauvaise connexion ici. Ah, c'est Plus ça. jaune. Parce que normalement, c'est diffusé en direct. Oui. Plus jaune. Ah ouais. Plus jaune. 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 Blanc. Et oui, c'est pour jaune. substituer en fait l'accès à la Oui. salle au Ouais, public ouais. et tout ça. Plus jaune. C'est pareil, au conseil C'est ça, au municipal, on l'a conseil fait hier aussi. aussi. Jaune. Blanc. Enfin, on va le faire pour le moment encore. Ça. Mais Plus j'en ai jaune. peur, oui. J'attendais qu'il parlait des périodes de Plus vaccination, pas avant le mois de juin à venir. Puis vu à quelle vitesse Plus jaune. le nombre de contaminations décroît, Plus jaune. je pensais aller en Bourgogne pour Noël, mais je crois que Ça va, ça va. Blanc. ça va pas être possible. Parti comme ça. Et puis quand on voit aux États-Unis, Thanksgiving, Plus jaune. des fois que ça repart à la hausse, Oui. c'est vrai que Oui, pour Noël et jour de l'an, ça va Plus être jaune. compliqué. c'est clair. Peut-être Noël, ils vont être un peu plus souples, mais pour les l'an, Plus jaune. Mais même Noël, hein, parce que moi, il a fallu que je Plus dissuade jaune. la moitié de ma famille, on va dire. Plus Ça, jaune. c'est un repas familial. Hein. J'ai dit non, moi je vais rester avec maman à la maison, Plus jaune. je la garde, enfin je m'occupe d'elle le soir de Noël et puis vous faites ce que vous avez à faire. Mais Plus jaune. vous mettez pas maman autour de la table avec tous les gamins Ouais, et c'est tous les ça, c'est ados ça, et c'est tout ça quoi. Pas question, Plus pas à jaune. son âge. Mais du coup, si j'y compte pas, je sais pas comment ça va se passer. Plus jaune. Peut-être pas. Le live ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas assez De débit. de débit. Blanc. Moi j'ai un SFR avec une 4G mais ça n'a pas fonctionné. Le partage de connexion, je suis à la recherche d'un Blanc. forfait orange. Pour établir Orange un partage. Ah oui, parce que moi je suis SFR jaune. aussi. Je Et au sais que batterie, la aussi. connexion est vraiment pas top ici. Ouais. Plus jaune. 4G, ouais, orange. Orange, un partage de connexion. Oui, oui. Ah, je voulais en prendre. Plus jaune. Il reste que 40% de batterie, donc ça devrait arriver. Plus Sur jaune. l'iPhone, Ouais. on va la charger. Il a ce qu'il faut. Plus jaune. Blanc. Plus jaune. Plus jaune. Plus jaune. Plus jaune.
blanc, blanc, plus jaune, Au niveau activité économique. plus jaune, À fond. Ah ouais. plus jaune, Bah oui et non, parce que du coup ça crée énormément de frustration en fait chez les gens quand on leur annonce les délais. Quoi. plus jaune, Et je récupère un gars supplémentaire là, je suis contente, c'est quelqu'un que j'avais à l'époque quand j'étais encore à Pamiers, un jeune blanc, qui était parti, c'est un jeune qui a un peu la Plus bougeotte jaune. et tout ça, il pensait avoir trouvé mieux ailleurs. Et puis Plus jaune. mon mari l'a recroisé chez un de nos fournisseurs à Toulouse et il nous a dit qu'il allait Plus venir jaune. travailler avec nous. C'est Donc bien. ça va refaire un gars de plus, c'est bien. plus jaune, plus jaune, Là, il y a une demande folle. Ouais. Quoi, sur l'isolation, non, sur la... Il est pas, c'est au gré des, Plus jaune. au gré des aides, hein, vous savez Ouais. comment sont les Français. Hein. Mais là en ce Plus moment c'est jaune. beaucoup sur la pompe à chaleur. Ouais. Sur l'isolation aussi, mais sur les pompes à Plus chaleur, jaune. il y a une demande folle. Sur les chaudières à granulés aussi, parce que les aides sont tellement plus élevées jaune, pour les ménages modestes et très modestes. plus jaune, Ouais, mais enfin, mettre une poêle à granules, si vous isolez pas, quelque part, Non, c'est ça. ça arrête. Et Plus puis jaune. installer une chaudière à granulés, sachant que pour avoir une installation de jaune. qualité, c'est quand même un minimum de 18 000 €, je vais dire. Dans Plus une jaune. maison de 80 mètres carrés, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Plus C'est vraiment jaune. de l'argent public jeté par les fenêtres. Là où une Plus installation jaune. de pompe à chaleur à 3 fois moins cher suffirait largement. Ouais, ouais. plus jaune, Mais non. Bon. En plus, Plus on n'a jaune. pas des productions de granulés qui sont extensibles à l'infini. Plus quand jaune. même. Et sur l'Ariège, il y en a plein. Hein, qui Ouais. produisent. plus jaune, Ça, c'est intéressant si on arrive à produire. Encore une fois, c'est aussi plus court. On Plus arrive jaune. à pas déplacer les tonnes et les Notre tonnes. il n'est pas si court que ça, hein, les circuits Plus jaune. régionaux. Tu as des lurettes qui n'ont plus assez de bois pour Plus faire jaune. organiser ici. Hein. plus jaune, Ça marche pas. plus jaune, plus jaune, Non, ça ne veut pas. Ça marche pas. plus jaune, Espoir à un moment, mais ça n'a. Il n'y a ça pas n'a assez de tenu. débit. plus jaune, Ah ouais, la vidéo. plus jaune, blanc, plus jaune, Bon, bah, ça Plus sera en jaune. différé, puis voilà. Ouais. plus jaune, plus jaune, C'est vrai que pendant Plus quelques jaune. jours au CMDA, on a fait une AG. Et le fait que ce soit en visio déporté, et le dernier, plus jaune, c'est qui nous Les disait que c'est la bulletins sont première fois qu'il y avait épuisés. autant de monde à la maison. Il y a autant de présents. Avoir déplacé dans une salle. Et du coup, les gens, ça, il a dit, Participent plus facilement. je crois qu'il y a 400 délégués, on est 440, donc on fait comme ça. Mais c'est viable. Eh ben, Comment ça se passe, un mais visio ça a avec bien autant marché. de monde? Ah ouais, oui, ça a bien marché. Alors, on a fait une. Alors, ils ont investi un peu cher. Il y a un système qui permet de voter par le téléphone. C'est-à-dire que chaque D'accord. délégué, même ceux qui étaient physiquement dans la salle, votaient par le téléphone. Et j'en ai fait une autre PETR où là, c'était Zoom. Et il y a un module dans Zoom qui permet de faire des votes. La question s'affichait à l'écran de chacun. Et puis vous validez oui, non, enfin, etc. D'accord. Et a priori, c'est reconnu. D'accord. Et c'est vrai qu'à 400, on peut se poser la question quand même, mais ça a bien marché. Oui, parce que quand on voit une vingtaine, c'est déjà. Enfin, vous voyez, quand on est 20-25 en commission, c'est compliqué. Oui, mais il y en avait, il y avait le point, oui, ils avaient fait sur cette Stardiff, je crois, ils avaient 100 points d'accès, et après, à partir du 101e, il doit y avoir 150 connexions. Là, ils étaient sur le site du CMDA, et donc ils n'avaient pas tout à fait les mêmes. Enfin, ils pouvaient voter, parce que c'était par téléphone, mais ils ne pouvaient pas intervenir directement. D'accord. Ils pouvaient poser des questions par Oui. chat, et la question était. Mais c'était quand même une première expérience, ça a bien marché. Bah, quoi. si ça fonctionne bien, mais il faudra qu'on vienne à déployer ce genre de choses, je pense. Parce que ici, vous verrez, c'est à Croix et la Bannière pour avoir le quorum. On est obligé de rappeler les gens et tout. Et ça dure demi-heure. Hein. Ouais, ouais, c'est- Demi-heure à appeler les gens qui sont par cercle concentrique jusqu'à ce qu'on arrive à passer le quorum. Hein. C'est vraiment compliqué. Alors c'est vrai que si on peut peut-être basculer dans un mode visio. ben, il y a 136 votes, donc il y a 136 sur 170, c'est pas mal. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il y a des pouvoirs et du coup ça facilite.
les choses. Surtout que ça a bien été annoncé en amont, en Oui, demandant c'est ça, ce qu'il faut bien faire. au Comcom de veiller au nombre de participants et de pouvoir. Ouais, mais je crains qu'on soit obligé de toute façon d'y venir pour l'année prochaine, parce que là... Je crois que même en complément, enfin, permettre aux gens de rester chez eux en visio, ceux qui n'ont pas envie de se déplacer, c'est pas mal, parce que c'est vrai que les délégués qui viennent du fonds de l'Ontario, qui viennent hospitalier pour venir ici en plein hiver, parce que c'est clair. Surtout en soirée, comme ça. Merci, monsieur Médici. Merci, messieurs. Bien, donc vous l'avez entendu, on a eu un total de 116 votants, 17 bulletins blancs et 99 voix pour M. Pujol, qui est donc élu vice-président du SMECTOM du plan Torel. Bravo, M. Pujol. Monsieur Médici, je vous le laisse pour que vous récupériez... Monsieur Médici, je vous laisse le document pour que vous puissiez le conserver au dossier. Je le laisse à ma gauche, là. Bien, il s'agit maintenant de former les commissions thématiques. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure... vous l'avez vu en septembre. Parmi l'ensemble des vice-présidents, on a les présidents des EPCI qui participent au bureau en tant que vice-présidents sans délégation de fonction. Et puis ensuite, les vice-présidents avec délégation de fonction. Donc, ce qui va vous être proposé, ce que vous allez voir s'afficher à l'écran, c'est autant de commissions qu'il y a de délégations de fonction. Donc, je ne vais pas vous redonner lecture du fonctionnement d'une commission, mais c'est la même chose que dans vos EPCI et communes respectives. Hein. Les commissions ont un pouvoir de proposition. Il n'y a évidemment aucune décision qui est prise en commission. Alors, je vais vous donner les lectures parce que c'est un peu compliqué à l'écran pour que vous arriviez à lire ça. Je vais moi-même être obligée de zoomer dans mon PowerPoint. Donc, en 1, une première commission qui s'intitulera Ingénierie et développement des systèmes de traitement, suivi des travaux relatifs aux infrastructures, dont la vice-présidence, alors après chaque commission élit son vice-président, mais on parle là de la délégation de fonction qui est attribuée à M. Rouen, de la communauté de communes du pays de Tarascon. Je vous propose ensuite la création de la commission suivi opérationnel des collectes, des déchetteries et des quais de transfert, dont le vice-président serait Philippe Vidal, de la CCPAP. Ensuite, une commission santé et sécurité au travail, dont la vice-présidente serait Julie Van Moll, de l'AGLO. Une commission personnelle, avec M. Doussat, de la CCPAP. Une commission communication, avec M. Trémolière, CCPO. Une commission tarification incitative, Francis Boy, Arislez. Une commission prévention et réduction des déchets, avec Simone Verdier, du pays de Mirepoix. Et enfin, une commission plan d'économie et finances avec Jean-Pierre Sicre des Vallées d'Axe. Les questions par rapport à cette liste. Donc, si vous en êtes d'accord, on en a discuté en bureau. On vous demandera... Je vais prendre votre question de suite. On vous demandera juste d'ici à la prochaine séance de réfléchir à quelle commission vous souhaitez vous inscrire et vous manifester auprès de vos présidents respectifs, avec comme objectif d'avoir à peu près 12 participants par commission. On essaiera d'avoir quelque chose qui soit relativement équilibré, qu'on n'ait pas 60 participants sur une et 3 sur l'autre. Monsieur Mémin, je vous écoute. Allô ? Oui, oui. On est en partie de répondre. Je pense qu'il y a une logique de répartition du nombre de délégués dans les commissions, mais je trouve qu'on est pris les uns et les autres dans différentes commissions, différentes instances. Si on pouvait réduire le nombre de commissions, par exemple, moi je vois une santé, sécurité au travail et personnel, ça serait plus cohérent que ça soit regroupé.
voilà. Moi je trouve que c'est le fait qu'il y ait 8 commissions, ça veut dire qu'il va y avoir 8 fois des convocations, des ordres du jour, des PV, etc. Et on propose que les vice-présidents, bien sûr, qui doivent assumer les fonctions, se regroupent par deux. Comme ça, il y en a un qui préside et l'autre qui est en suppléant. Et on arrive à fonctionner avec un rythme, une cohérence comme une commission et un rythme qui est moins échevelé. Voilà. Vous prêchez une convaincue puisqu'on a fonctionné comme ça de 2017 à 2020. Écoutez, chaque vice-président fera comme il l'entend avec la commission dont il a la responsabilité, étant entendu qu'il sera en effet possible de convoquer les commissions ensemble quand les sujets seront communs. Alors, à mon sens, il y a une commission qui devrait être particulièrement transversale, c'est celle sur la tarification incitative, puisqu'il s'agit là de parler à la fois des aspects financiers avec la grille tarifaire, des aspects techniques avec les contrôles d'accès, et on parle de déchetterie ou des containers, de personnel également, puisqu'on parle sur des nouveaux métiers, de prévention et réduction des déchets, mais quelque part, en effet, cette réflexion elle est applicable pour partie au moins à nombre de ces commissions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Donc sinon, je vous propose de délibérer en effet sur la création des commissions telles qu'elles vous sont affichées à l'écran, et dont je viens de vous donner lecture. Je soumets ça aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Monsieur Mémin. Est-ce qu'il y a des abstentions ? C'est bon, Monsieur Médici, vous avez vu tout le monde ? Donc, je vous remercie. C'est donc la liste des commissions qui est affichée telle qu'à l'écran. Et le nombre aussi. Qui est adoptée. Le nombre de participants, oui, maintenant je Le nombre de commissions. Vous avez donné le nombre de commissions, donc 8 commissions, et la liste est là. Il y a dans la délibération, il y a deux commissions. C'est juste pour être formel. Oui, on est très formel. Je viens de lister 8 commissions, donc je vais vous faire redélibérer pour qu'on adopte bien le principe qu'il y a bien 8 commissions. Donc, est-ce qu'il y a là-dessus des remarques, des questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Monsieur Mémin, est-ce qu'il y a des abstentions ? Toujours la même. Et donc, le nombre des 8 commissions... Oui, Monsieur Mémin ? Si vous nommez toutes les autres personnes qui votent aussi. Je suis désolée, mais Monsieur Mémin, je vous connais. Je suis désolée. Alors vous ne nommez pas. Je vous promets, d'ici quelques mois, je connaîtrai le nom de tout le monde, mais ce n'est pas encore le cas. Bien, donc on a la formation de 8 commissions avec les intitulés qui viennent de vous être donnés et avec donc l'objectif cible d'ici à la prochaine fois d'avoir à peu près 12 participants à l'intérieur de chacun de ces organes de réflexion. Donc le point 5 qui était prévu est repoussé à la prochaine fois, s'il s'agissait de l'élection des membres des commissions. Donc comme ça, chaque EPCI pourra réfléchir un petit peu à quels de ces délégués ils souhaitent envoyer travailler sur ces différents thèmes. Nous passerons de la même façon sur le point 6 concernant la commission de suivi de site de Berbiac et sur la CCSPL. Et nous allons en venir au point 8 avec la désignation d'un ou une représentante au conseil d'administration de la SCIC Vertex. Donc pour mémoire, la SCIC Vertex, c'est un acteur dans le domaine des déchets puisqu'il s'agit de l'entreprise d'insertion qui a en charge la collecte et le tri des déchets textiles sur notre département. Textile qui représente une part non négligeable d'ailleurs de ce qu'on retrouve encore à l'heure d'aujourd'hui dans nos poubelles vertes, ce qui est fort dommageable puisque je rappelle que les textiles peuvent être recyclés quel que soit leur état. Et dans textile, la définition est très large. Par exemple, une erreur qui est souvent faite, c'est les chaussures. Les chaussures, même trouées, on les met dans le récup textile, on ne les met pas dans la poubelle verte.
en fonction de leur état, en fait, ils vont être soit remis tout de suite en vente, hein, parce qu'on a une société de consommation aujourd'hui qui fait qu'un vêtement, dès qu'il est peut-être un peu démodé ou qu'on est passé dans sa tête à autre chose, ça finit vite à la poubelle. Donc quand ils sont en parfait état, ils sont simplement nettoyés et remis en vente dans des magasins solidaires. Vous avez d'ailleurs maintenant un magasin Vertex, par exemple, tout à côté d'ici, enfin plutôt par là-bas d'ailleurs, derrière moi. Et puis également à La Vlanay, bien sûr. Et puis ça va aller comme ça en se dégradant en fonction de l'état dans lequel il est pour aller jusqu'au bout du bout à la fabrication de matériaux isolants, hein, puisqu'on fait également de l'isolant, notamment de la laine de coton, dans laquelle on mélange principalement du jean, du t-shirt et puis un petit peu de matière textile pour l'élasticité. Et on fait l'isolant avec ça, on fait également des chiffons de nettoyage pour les garages automobiles. Puis il y a une petite fraction qui est également exportée via des friperies Afrique, je crois que ça s'appelle. Bien. Toujours est-il qu'au regard de cet objet à la fois environnemental et économique, donc le tri et la valorisation des déchets de notre territoire, également de son objet social, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une entreprise d'insertion par l'activité économique. Le SMECTOM, depuis le mois d'octobre 2017, est devenu associé de la SCIC, ARL Vertex, et a acquis 10 parts sociales d'un montant unitaire de 100 €. Alors jusqu'ici, c'était M. Laurent Carrère, qui était autrefois vice-président du syndicat, qui représentait le SMECTOM au sein du conseil d'administration Vertex. Depuis, vous le savez, il y a eu des élections. M. Carrère est passé à une autre vie que celle d'élu. Et il nous faut donc procéder à la désignation d'un nouveau représentant du syndicat auprès de la SCIC. Monsieur Trémolière, qui vient du même territoire que Laurent Carrère et qui est donc vice-président du SMECTOM, s'est porté candidat pour remplacer Laurent au sein de ce conseil d'administration. Et je vais donc vous proposer de désigner monsieur Didier Trémolière, vice-président délégué de la communauté de communes du Pays d'Olme, pour nous représenter au sein de cette société. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans l'Assemblée ? Aucune. Je vais donc soumettre ça aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Une ? Je ne nomme pas. C'est bien, vous me facilitez la vie, remarque. Et Monsieur Trémolière est donc désigné représentant au sein de la SCIC ARL Vertex. Monsieur Médici ? Juste pour rappeler que s'il n'y a qu'un candidat, il n'y a pas de vote. D'accord. Trop tard. Il n'y avait pas besoin de voter puisqu'on n'avait qu'un seul candidat, m'a dit Monsieur Médici. Bien. Nous passons sur le point 9 que nous aurons tout loisir de voir à l'occasion d'une prochaine réunion du comité syndical, pour en venir au point 10 avec une décision modificative sur le budget principal 2020. Donc nous allons avoir des choses là qui vont venir à s'afficher à l'écran. Dans l'idée, alors nous n'allons pas, nous le verrons un petit peu plus en détail encore tout à l'heure quand nous irons sur les APCP, mais nous n'avons pas de modification au global finalement de l'enveloppe qui a été votée et qui en elle-même n'est pas modifiée. Par contre, en fait, il y a un changement d'affectation d'exercice comptable finalement. Des choses qui devaient être faites en 2020 qui n'auront pas pu être faites, qui sont faites en 2021 et inversement du coup, de façon à pouvoir fonctionner, alors avec toutes les contraintes qui nous ont été mises évidemment avec le confinement et la crise sanitaire qui sont venues par là-dessus pour compliquer un petit peu les opérations. Madame Foligné, vous nous faites une petite présentation s'il vous plaît ? Donc Lorraine Foligné qui est la directrice financière au SMECTOM. Oui. Donc au niveau de cette décision modificative, voilà. Donc il s'agit uniquement de mouvements de crédit de chapitre à chapitre ou d'opération à opération, qui ne vient pas augmenter ou diminuer le montant du budget voté au mois de février 2020. Donc on retire 100 000 € sur le chapitre 20, on retire également 100 000 € sur le chapitre 21.
on retire 670 000 € sur l'opération votée réfection des déchetteries, nommée 17003. Et au total, donc, les crédits réaffectés, 870 000, sont réinscrits sur l'opération 17001, installation de varine. Donc ces mouvements de crédit, comme vous le voyez dans le tableau en dessous, sur la ligne totale générale, n'ont pas d'impact, puisque le total est de zéro. Il s'agit juste de déplacer les crédits. Merci Madame Foligny. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport au point qui vient de vous être présenté? Non, donc je le soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, le point est adopté. Et nous passons donc au point suivant avec les APCP qui découlent ce qui vient de vous être présenté, où on pourra voir un petit peu plus en détail les modifications. Donc vous avez en effet sur l'opération Vari 1, rénovation et création d'installations de tri. Donc vous voyez les deux tableaux, là, les deux APCP, les deux versions en fait, finalement d'APCP. Vous avez dans la colonne de gauche le montant total des autorisations de programme à 10 453 479 € qui reste inchangé, et simplement une ventilation finalement entre 2020 et 2021. Vous voyez, ce sont les deux seules colonnes qui sont modifiées, puisque nous avions des crédits de paiement 2020 à hauteur de 3 634 579 € qui passent à 4 504 579 €. Et inversement, les crédits de paiement pour 2021 qui étaient à 4 141 000 € passent à 3 271 000 €. Les autres colonnes n'étant pas impactées. Et au slide suivant, Loïc, s'il vous plaît. Ah, il faut les adopter un par un, pardon. Monsieur Médici, il faut les adopter un par un, les APCP? Oui, pardon. Donc pour commencer, l'APCP rénovation et création d'installations de tri, que nous appelons entre nous du petit nom de Vari 1, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Sinon, je le soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci, le point est donc adopté. Et nous passons à l'APCP suivant. Donc avec la réfection des déchetteries, donc la logique étant strictement identique, vous avez de la même façon une autorisation de programme, alors cette fois à 7 274 972 €, et les crédits de paiement 2020 qui étaient de... C'est mes yeux, pardon, j'ai un peu de mal à faire la mise au point, 1 323 039 €, qui tombe à 653 039 €, et inversement, donc les crédits de paiement 2021, 1 521 500 €, qui passe à 2 191 500. J'ai l'impression de passer une visite chez Ophtalmo un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Donc, sinon, je le soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, donc la modification est adoptée. Je vous remercie. Au point 12, un point que vous avez dû voir, ou vous allez voir dans vos communes et EPCI respectifs, qui consiste donc à m'autoriser finalement à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption du budget 2021, avec toujours finalement cette enveloppe de 25% du budget de l'année précédente, de façon à ce qu'on puisse fonctionner dans l'attente du vote du budget, qu'on espère... début mars, probablement. On va essayer de se tenir à ce calendrier. Je ne vous donne pas lecture de la totalité de ça, vous êtes très habitués, enfin à moins qu'il y ait des questions particulières dans la salle sur le fonctionnement de cette délibération-là, mais vous avez tous pris ce genre de décision dans vos organes respectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques ou commentaires? Non, donc sinon je le soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Le point est donc adopté. Au point 13, une demande de subvention pour l'acquisition de nouveaux équipements de collecte pour 2021.
Donc il s'agit bien là d'une demande de subvention. On n'inscrit pas de dépenses supplémentaires. Bien évidemment que les décisions d'investissement sont prises au moment du vote du budget. Il s'agit là de demander une subvention au conseil départemental qui attribue une subvention par an, par camion. Donc nous allons présenter finalement la facture pour l'acquisition de bennes de collecte des ordures ménagères pour un montant de 400 000 €, sachant que le conseil départemental finance sur ce montant un montant qui est plafonné à 18 300 €. Donc c'est 35% du montant hors taxe, mais c'est plafonné à 18 300 €. Sur le programme d'investissement 2021, il y a une enveloppe qui sera inscrite donc, pour l'acquisition de bacs de regroupement et individuels destinés à collecter les déchets ultimes. Sur ce programme, le nombre de bacs destinés à équiper de nouveaux résidents a été estimé à 100. Alors on le précise parce que là aussi, le conseil départemental a une possibilité de nous financer l'acquisition de ce type d'équipement à condition uniquement qu'il s'agisse de bacs destinés à de nouveaux ariégeois et ariégeoises. Pas pour faire le renouvellement courant. Excusez-moi, cette benne, elle vaut 400 000 € ou 42 000 €? Non, la benne, le camion vaut en réalité, même dans les faits, plutôt 200 000 € et c'est plutôt 2 bennes pour ce montant-là. Dans la réalité, c'est plutôt 2 camions. Mais comme on peut en passer qu'une par an, on présente les choses de cette façon-là. C'est un petit peu exotique, j'en conviens. Je ne comprends pas l'explication. La subvention correspond à 35% du montant de la benne. 35% de... Oui, mais c'est plafonné à 18 000 €. Donc en réalité, on demande une subvention de 18 300 €. C'est bien moindre que 35%. Ah oui. Oui, je vous confirme. C'est bien moindre. Oui. Donc chaque année, en fait, pour celles et ceux d'entre vous qui ont eu le loisir de participer à ce comité syndical chaque année, en fait, on essaye de présenter comme ça une demande de subvention, sauf c'est arrivé qu'il puisse y avoir des années à blanc avec pas d'acquisition. Enfin, on a globalement un matériel qui a besoin d'être renouvelé, donc chaque année, on passe comme ça une demande de subvention pour un camion de collecte et 100 bacs. Vous savez, les bacs, soit bacs de regroupement, soit bacs individuels pour les nouveaux occupants. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ? Non, donc je soumets ce point à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non, donc je vous remercie et la demande de subvention sera donc adressée au conseil départemental. Le point 14, nous le verrons... non, pardon, excusez-moi. Le point 14, alors, pour faire simple, il s'agit donc... je vous donne l'intitulé « Réduction du montant de la participation annuelle au coût du service de collecte des bacs à déchets verts en raison d'une suspension de service liée à la crise sanitaire ». Un bac à déchets verts au SMECTOM, c'est 33,30 € par an et par bac. Il s'agit en quelque sorte d'une redevance. Or, une redevance est facturée à due concurrence du service qui a été exercé. Il se trouve que, du fait de la crise sanitaire, la collecte n'a pas pu être opérée pendant une durée de 2 mois, si je ne m'abuse. 2 mois et demi, oui, me dit M. Rocher a raison. Il est donc proposé de procéder à une réduction de 6,94 € de la participation annuelle et donc de porter le tarif qui était normalement de 33,30 € à 26,36 €. Donc l'avis des sommes à payer à venir que recevront les usagers ne facturera bien que les mois où le service aura été rendu, ce qui est évidemment une disposition légale. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ou commentaires? Oui. Ça représente quelle somme? À peu près 27 000 €. Vous l'avez entendu, à peu près 27 000 €. À peu près 27 000 €. Tiens, d'ailleurs, oui, pour l'avenir, ce qui serait bien, c'est de mettre autant de micros sur l'estrade qu'il y a de chaises. Ça serait sympa. Y a-t-il d'autres questions? Non, je soumets ça aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 15 est reporté à plus tard. Il s'agissait de la modification du tableau des emplois permanents. De la même façon que le point 16, il s'agissait d'encadrer le recours au motif accroissement temporaire d'activité
dans le recrutement de contractuels. Nous verrons ça la prochaine fois. Et il nous reste 2 points qui sont sans délibération, mais simplement pour information. Je voulais vous donner un peu d'infos. Donc en premier lieu, sur les sites irréguliers de dépôt de déchets mis en place par certaines communes sur le territoire. Donc je voulais essentiellement vous montrer quelques photos d'abord pour qu'on comprenne de quoi on parle. Alors ce sont souvent des sites qui ont été mis en place pour rendre service, je dirais, aux usagers. Dans usagers, je range les habitants, mais également les entreprises, dont je rappelle qu'elles sont censées payer, puisque les dépôts en déchetterie sont gratuits pour les habitants, mais pas pour les entreprises. Je rappelle aussi qu'une installation de stockage de déchets est soumise à un certain nombre de formalités. Vous savez, on y reviendra, mais vous savez que nous avons nous-mêmes été mis en demeure de nous mettre en conformité. Vous savez également que nous avons été obligés par l'État, à travers son bras armé, la DREAL, de consentir de lourds investissements pour pouvoir avoir des sites qui soient à la fois protecteurs de leur environnement et également protecteurs des usagers, de sorte d'éviter d'avoir des blessés, des véhicules qui tombent dans des fosses ou des usagers qui tomberaient par-dessus une barrière, ce genre de choses. Éviter également la contamination des nappes phréatiques, par exemple, avec des jus de déchets qui pourraient transiter à travers le sol. Donc, quand on vient sur la déchetterie à Varilhes, ou d'ailleurs ailleurs, sur nos différentes déchetteries, vous avez bien un sol qui est complètement étanche, vous avez des bacs qui permettent de récupérer les eaux de ruissellement, qui sont traitées, enfin voilà, il y a évidemment tout un encadrement légal autour de ça, et ce qui vous est montré à l'écran, ces différents sites que nous avons pu découvrir sur le territoire. Alors souvent, ça part sur les déchets verts, c'est pour rendre service aux usagers, leur éviter de faire les 5 ou les 10 km qui leur permettraient d'aller jusqu'à la déchetterie. Alors la difficulté, c'est que vous voyez, par exemple, ça, normalement, c'était fait pour les déchets verts, mais si on zoome à l'intérieur de la photo, on verra que, bien évidemment, il s'y trouve tout un tas d'autres choses. Bon, après, il y a aussi carrément, il faut le dire, on nommera personne, mais il y a carrément des décharges, il y a des trucs avec des étiquettes, là, c'est les encombrants, là, c'est les trucs. Alors, j'attire quand même votre attention sur les risques juridiques que vous prenez à fonctionner comme ça. Les DREAL sont quand même de plus en plus attentives. Et sur un strict plan opérationnel pour le SMECTOM, vous savez qu'on est équipé de camions grappins dont la vocation est d'aller faire de la collecte en porte-à-porte de déchets verts ou d'encombrants sur rendez-vous pour nos habitants. À ce jour, le délai d'intervention du camion grappin, il est d'1 mois et demi. Mais quand on se retrouve face à certains de ces sites que nous allons collecter avec un camion grappin, c'est une noria en fait d'aller-retour qu'il faut faire, durée pendant laquelle, bien évidemment, nous ne pouvons pas aller rendre le service aux usagers. Je pense qu'on a... je vous assure, dès qu'on sort du département et qu'on se confronte en fait avec ce qui peut être fait ailleurs, nos confrères et consoeurs dans les collectivités équivalentes trouvent qu'on a un département qui est peut-être rural, mais plutôt bien équipé et plutôt bien maillé en termes de déchetterie. Il faut vraiment essayer d'inciter le plus possible vos usagers à se diriger sur des déchetteries qui sont légalement et dûment enregistrées et traitées comme bien. Je rappelle que ce sont des ICPE, donc avec une législation quand même très stricte, et puis qui n'est pas nouvelle, parce qu'on a quand même des lois qui datent de 75 en la matière. Par ailleurs, pour ce qui est des déchets verts, alors ça prend très bien, puisqu'on a énormément de communes qui sont candidates. Vous en avez probablement entendu parler, puis j'ai dû vous en toucher un mot en septembre, mais nous avons maintenant l'opération avec le broyeur collectif. Donc d'abord, il y a les petits broyeurs individuels qu'on peut prêter pendant le week-end là, aux habitants, puis ensuite pour les communes qui sont un petit peu plus éloignées des déchetteries, je vais citer Génat, puisque Génat, c'est là que nous avions fait l'inauguration du premier. Et en effet, pour les gens qui habitent Génat, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de descendre de Génat à Arignac, puis quand on n'a pas de remorque. Donc du coup, c'est le SMECTOM qui monte avec un broyeur collectif, et on a une installation où on va déposer des déchets verts, uniquement des branchages. Et j'insiste parce que les tontes, etc., ça provoque des jus et ça pose d'autres problèmes.
Et c'est des installations qui sont tout à fait éphémères, c'est-à-dire que pendant 15 jours, on va avertir les habitants qu'ils peuvent poser dans ce kiosque à Broyat, qui est matérialisé avec des limites en bois, ils peuvent déposer à cet endroit ces branchages dont ils n'arrivent pas à se débarrasser autrement. On vient avec un gros broyeur, on réduit donc considérablement le volume de ces déchets, de sorte de pouvoir ensuite les emporter sans balader de l'air, quoi. Parce que transporter des branchages qui n'ont pas été broyés avant, c'est ruineux et évidemment ça prend un temps fou, temps pendant lequel nous ne pouvons pas rendre ce même service de collecte en porte-à-porte pour d'autres types de déchets. Ça c'est sur les déchets verts. 17 communes candidates à ce jour donc, pour l'installation de ce dispositif. Et partout où on l'a mis en place, ça se passe très bien. Les maires en sont plutôt ravis. Les habitants aussi, parce que ça leur permet de récupérer du broyat. Et contrairement à ce qu'on peut parfois craindre, en fait, le broyat est une ressource qui est très prisée. Les habitants sont tout à fait heureux de pouvoir récupérer ça pour aller le remettre dans leur jardin. Et quand bien même il en resterait, on serait, nous, également très heureux de pouvoir le récupérer pour pouvoir alimenter les composteurs collectifs, composteurs partagés que nous déployons sur le territoire et qui nécessitent ce type de matière pour être équilibrés. À moins qu'il y ait des questions sur ce volet-là, je vais passer au point d'information suivant. Oui. Monsieur Autier, vous passez le micro, s'il vous plaît, merci. Il ne doit pas être allumé, je pense. Je vais les mettre dans le Tout ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a une limite territoriale par rapport à une déchetterie pour le déplacement des broyeurs? A priori, non. Alors, si demain le maire d'Arignac nous demande d'installer un parc à broyat, c'est le cas, non? Je vous le demanderai pas. Bon. Soyez tranquille. Mais j'ai envie de dire non, en fait. Ça rend un service, en fait, un petit peu aussi différent. Bon, après, encore une fois, on est encore, pour l'instant, dans le domaine de l'expérimentation. Donc, notre directrice générale a quand même mis bien les services un petit peu sous pression à ce regard-là, de façon à ce qu'on puisse mesurer les résultats, tant en matière de volume de déchets que de services rendus, qualité du service, mais aussi de coût du service. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en essayant d'économiser sur les camions grappins, on fasse flamber le coût d'un service par ailleurs. Donc, il faut qu'on vise à une certaine pertinence dans ce domaine-là. Mais à ce stade, et compte tenu du nombre de candidatures que nous pouvons avoir pour l'heure, on n'a pas encore instauré cette limite-là. Je vous en prie, monsieur. D'autres questions? Non, donc on passe au dernier point. Un petit point d'info concernant donc le transfert du fameux pouvoir de police spécial relatif à la réglementation de la collecte et des déchets ménagers, transfert auquel s'est opposée une partie des maires du territoire. Sachant que sur le mandat précédent, il n'y avait que 2 communes qui s'y étaient opposées, qui étaient historiquement celles de Celles et Montgaillard. Alors, je fais une petite incise à la destination de monsieur Trémolière, qui en bureau nous a fait remarquer que le guide amorce à destination des élus était rédigé de façon beaucoup plus claire que la note qui a été rédigée par notre directeur juridique. Donc j'ai fait étudier la question parce qu'en effet ça paraissait beaucoup plus peut-être simple et lisible pour l'ensemble des élus du comité. Il s'avère que en fait non, parce qu'il y a une erreur à l'intérieur du guide amorce sur la question. Donc je vais faire encore plus simple que ce qu'il y a dans le guide amorce. Il y a vraiment en fait dans les différents la grande liste de pouvoirs de police spéciale, dans ce domaine, il y en a 2 qui nous intéressent finalement. Il y a celui qui a été historiquement exercé par les présidents successifs du SMECTOM. Il s'agit du pouvoir de police spéciale relatif à la réglementation de la collecte. En clair, c'est ce qui m'a permis de promouvoir un règlement de collecte. C'est ce qui permet de dire
eh ben, les déchets, on les collecte. Alors le tri, on le met dans des bacs jaunes, dans des sacs jaunes, on a le droit de les poser au sol. Les ordures, les déchets ultimes, on va les mettre dans des bacs gris avec un couvercle vert, parce que tout ça c'est conforme en fait aux demandes qui nous sont faites par les éco-organismes aussi qui sont derrière. Il y a une certaine conformité évidemment à tout ça. C'est ce qui me permet de dire que la collecte passe avec telle fréquence en C05 sur tel type de commune en fonction du nombre d'habitants et plutôt en C1 sur d'autres. C'est ce qui me permet de dire qu'on ne va pas collecter sous les lignes. Enfin, il y a tout un tas comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà parcouru un petit peu le règlement de collecte que nous avons promu l'année dernière ou celle d'avant. C'est quand même un document cadre qui vous permet ensuite de sanctionner les usagers qui éventuellement feraient autrement. C'est-à-dire que ceux qui s'amusent à déposer les déchets à côté des containers collectifs, les containers enterrés, etc., c'est en vertu de ce règlement de collecte que vous, ensuite, pouvez établir des sanctions. Donc, chacun est libre dans ce pays, et les maires qui souhaitent s'opposer au transfert de ce pouvoir de police sont bien libres de le faire. Je souhaiterais simplement attirer leur attention sur le fait que s'ils s'opposent à ce transfert automatique, il faut absolument qu'ils promeuvent dans leur commune un règlement de collecte. Faute de quoi, n'importe quel habitant serait fondé à vous dire « mais moi, je veux qu'on vienne me chercher mes déchets tous les jours devant chez moi. Je suis au fond d'une impasse, vous ne pouvez pas faire demi-tour, mais c'est pas grave, et vous viendrez chercher les déchets tous les jours. Et d'ailleurs, je vais sortir mes déchets tous les jours. Et si ça vous pose un problème, dites-moi en vertu de quoi vous pouvez vous y opposer. En l'absence d'un règlement de collecte, on ne peut pas s'opposer à ce genre de choses. Vous ne pourrez pas non plus sanctionner les comportements contraires à ce règlement de collecte. Donc si vous y opposez, pourquoi pas, mais il faut instaurer ce règlement de collecte. Et évidemment, il faut faire en sorte qu'il soit raccord avec les conditions opérationnelles de collecte qui sont en vigueur à l'intérieur du syndicat auquel vous avez transféré la compétence de la collecte. Donc ça, c'est ce premier pouvoir de police. Et puis ensuite, il y a le pouvoir de police qui continue d'appartenir au maire et dont il n'a jamais été question de transfert, en tout cas pas dans l'état actuel de la loi. Il y a une loi, la loi AGEC, qui prévoit peut-être de pouvoir le transférer, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour. En plus, il faudrait l'unanimité des maires pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, il faudra encore embaucher des agents au SMECTOM qui seraient assermentés pour pouvoir dresser des contraventions. On est très loin d'en être arrivé là. Et il s'agit du pouvoir de police spécial relatif à la lutte contre les dépôts sauvages. Sous dépôts sauvages, on met les décharges sauvages que vous voyez fleurir en bord de rivière, en bord de route, sur les aires de stationnement divers et variés. Mais vous avez aussi les dépôts en dehors des contenants de collecte qui ont été définis au point précédent. Quand vous investissez des sommes conséquentes pour opérer le génie civil, faire des beaux trous, mettre des beaux containers enterrés dans votre ville, et puis que vos habitants s'amusent à poser les trucs par-dessus les containers alors que les containers sont vides, c'est bien le maire en fait qui a le pouvoir d'établir une sanction qui est pour le coup administrative. Bon, vous avez différentes informations dont vous pouvez prendre connaissance là, dans la note de synthèse qui vous a envoyée, parce qu'il est en effet question dans la loi qui arrive, la loi sur l'économie circulaire, de pouvoir renforcer le pouvoir de police du maire en renforçant encore le montant des amendes, etc. Mais s'il y avait vraiment qu'une chose que je souhaitais que vous puissiez retenir ce soir, c'est bien la distinction entre ce pouvoir de police de réglementer la collecte. Et oui, ça porte le nom de pouvoir de police. Alors c'est un peu confusionnant, mais il n'est pas du tout question de sanctionner, mais bien de réglementer. Et l'autre, qui appartient au maire, et qui est de celui de sanctionner les mauvais comportements. Simone Verdier, trouvez-vous que ça a été assez clair? À peu près? Est-ce que ça vous paraît clair? Et sinon, est-ce que vous avez des questions? Sachant que nous sommes évidemment à votre disposition et on a les services nécessaires à l'intérieur du SMECTOM et notamment Monsieur Médici pour vraiment aller répondre très précisément aux questions que vous pourriez avoir, tant sur la définition du pouvoir de police que sur les moyens de sanctionner. Et comme on le fait chaque année, on envoie aux maires qui le souhaitent les procédures à respecter pour pouvoir sanctionner les mauvais comportements. Pas de questions?
C'était un point pour information, il n'y a donc pas de délibération. Il me reste à vous remercier. Oui ? Allez, monsieur Autier va vous faire passer un micro. Oui. Allez-y. Merci. Donc en fait, c'est le directeur de Super U Tarascon qui nous a fait passer un petit courrier, vous en avez parlé l'autre jour, et je vous le lis, il n'est pas bien long. Il nous a été annoncé il y a quelques semaines une décision du SMECTOM qui ne souhaite plus ramasser nos déchets à compter du 2 janvier 2021, pour des motifs de volume de déchets. Une liste prestataire privée nous a été remise, mais à ce jour, aucun prestataire privé à ma connaissance ne souhaite venir sur Tarascon. Nous nous retrouvons donc dans une situation urgente afin de savoir qui ramasse nos déchets à compter du 2 janvier. Au problème de fond s'ajoute un problème de forme. En effet, malgré plusieurs appels de ma part, donc c'est le directeur qui parle, la présidente du SMECTOM n'a jamais pris la peine de me rappeler afin de trouver ensemble une solution. À toutes fins utiles, je rappelle qu'entre les prestations du SMECTOM et la TOM, ce sont plus de 15 000 € annuels que mon entreprise verse pour le ramassage des déchets. Enfin, nouvel épisode datant de cette semaine, la facture de ce trimestre reçue cette semaine s'élève à 3 038 € contre 1 707,75 € du trimestre dernier, pour exactement les mêmes prestations, soit une hausse de 77%. Pouvez-vous m'apporter des éléments de réponse sur tous ces sujets d'inquiétude et sur la question primordiale de savoir qui ramasse mes déchets au 2 janvier prochain? Alors moi j'ai une question à vous poser, enfin vous poser, alors maintenant je suis au conseil de mise au bureau, donc je me la pose à moi. Comment se fait-il qu'on ne ramasse plus les déchets des entreprises? Comment se fait-il qu'on s'assoit, par exemple, sur 15 000 € annuels, alors qu'on cherche des finances, parce que j'en ai fait quand même des budgets sur le SMECTOM, on cherche des finances un petit peu partout, et on a l'air de les prendre chaque fois, je sais où, sur nos contribuables. Moi, cette politique, je ne la comprends pas. Donc expliquez-nous ce qui se passe, puis pour le pays de Tarascon, je pense qu'il va falloir trouver une solution, parce que pour moi, la solution, c'est pas que le privé vienne mettre son nez dans les affaires du SMECTOM, ou vienne prendre des parts de marché du SMECTOM. Et ça, on est un syndicat public, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, essayez de m'expliquer ce qui se passe. Alors, on va refaire un petit peu d'histoire. Alors, je rappelle quand même que le SMECTOM a vocation à collecter les déchets des usagers, les déchets des ménages. Oui, on est d'accord là-dessus? Non, pas tout à fait. Alors, assimilés ménagers, je vais vous dire, les déchets assimilés ménagers, moi j'assume la décision qui a été prise collectivement par le comité syndical l'an dernier, quand il s'est agi de trouver des financements supplémentaires, de faire porter la charge. Rappelez-vous, il y avait un portefeuille de différentes actions qui étaient proposées. Nous n'en avons retenu aucune de celles qui étaient à destination des habitants. Eh bien, uniquement, nous n'avons conservé collectivement que celles qui étaient à destination des entreprises. S'agissant du type d'entreprise que vous mentionnez, il se trouve que le Super U de Tarascon produit la coquette quantité de déchets de 13 000 litres par semaine. Alors en effet, le Super U Tarascon fait partie des quelques entreprises en Ariège qui dépassent les 5 000 litres hebdomadaires, seuil qui est déjà énorme. Vous voyez ce que ça fait, 5 000 litres hebdomadaires? Un bac, un grand bac, les grands bacs qu'on manipule à deux là, c'est 660 litres. Donc le Super U de Tarascon, c'est 7 containers qu'on va collecter 3 fois par semaine. Alors moi j'entends qu'on cherche des sous, mais vous savez, quand on gère une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, il ne suffit pas de faire du chiffre d'affaires. Hein. Il faut regarder les charges qu'il y a en face. Alors je vous rappelle que nous avons différentes contraintes. En l'occurrence, il y a une contrainte très forte de réduction des déchets. Parce que nous avons à l'autre extrémité un président, M. Macron, pour le nommer, qui a décidé de nous assommer avec sa taxe sur les déchets qui sont mis à l'enfouissement. Alors, comme ce type de producteur de déchets, la grande distribution, parce qu'il y en a, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils ne trient pas leurs déchets, ils ne respectent pas les obligations qui leur sont faites. Franchement, il y a des obligations qui sont faites à toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Ils ne les respectent pas et ils mélangent absolument tout gaiement en se disant de toute façon c'est le SMECTOM qui va prendre. 13 000 litres hebdomadaires, il fait partie en effet des grands de la grande distribution et pas que, il y a quelques autres entreprises qui sont concernées en Ariège à qui nous avons annoncé l'an dernier que nous cesserions
sous un délai de 6 mois, lequel délai de 6 mois les amenait de mémoire, vous me pardonnerez, à 15 jours près, aux alentours du 1er juillet. Puis nous leur avons encore donné 6 mois de délai supplémentaire compte tenu de la crise sanitaire. Donc, pardon, mais le Super U de Tarascon, il n'a pas découvert ça le 1er décembre, qu'au 1er janvier, il allait falloir qu'il trouve un autre moyen pour que quelqu'un vienne lui collecter ses déchets. Hein. C'est pas nouveau. Et quant à dire... Monsieur Pujol, pardon, je termine, parce que je n'ai pas répondu à la totalité de votre question, et après vous reprendrez la parole. Quant à dire que pour l'heure, il n'y a aucune entreprise qui souhaite aller jusqu'à Tarascon, c'est à ce jour... C'est pas complètement vrai. Il y a Suez qui doit le rencontrer. Pour vous donner un petit peu d'éclairage, je vous dirais également à vous toutes et tous que ce sont les services du SMECTOM qui ont fait le job de téléphoner chez machin, chez Veolia, chez Suez, chez Truc, qui partout ailleurs en France prennent en charge l'élimination, la collecte et le traitement et l'élimination des déchets des professionnels, ce qui est bien normal puisque quand on produit 13 000 litres ou plus, et puis plus de 5 000 litres hebdomadaires, quoi qu'il en soit, on sort du cadre de la définition des déchets ménagers et assimilés. Maintenant, si vous souhaitez, parce que en fait, j'entends ce que vous dites, vous ne voulez pas faire payer à nos habitants, mais c'est bien ce qu'on a évité de faire finalement en faisant reposer le coût de ces déchets-là sur les habitants. Alors, dans l'état actuel des choses, je vous rassure, il continuera de payer Satom, comme le font l'ensemble des supermarchés et hypermarchés du territoire, et tous ne donnent pas leurs déchets au SMECTOM. Écoutez, j'ai peut-être pas la même vision des choses que vous. Clairement pas. Mais on a plein de différences, vous allez voir, on va les retrouver peut-être. Mais moi, je suis élu. Ce syndicat, ce SMECTOM, moi je le défends, c'est un syndicat public. Et je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, on peut laisser le privé venir s'immiscer dans cette structure. Je ne connais pas ce qui s'est passé avant, parce que j'y étais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que je défendrai cette notion de service public. On doit avoir, nous, envers tout ce qui, à mon avis, tous ceux qui produisent des déchets, que ce soit des entreprises ou des... non. C'est comme ça que je le vois. Oui, je vous en prie. Et que quiconque parte au privé, parce que c'est notre mission, je le dis bien, celle du SMECTOM, de ramasser ces déchets. Ma conception, toujours, du service public. Alors, pour ma part, je partage tout à fait... Je ne sais pas si ça marche. Non, c'est pas allumé, ne marche pas. Je partage tout à fait la vision de Philippe Pujol. Moi, je considère que taxer une entreprise sans aller lui collecter les déchets, il y a là une dichotomie qui n'est pas acceptable. D'autre part, le SMECTOM, c'est un service public et, pour ma part, il se doit de collecter sur l'ensemble du territoire. Ça n'empêche pas d'appliquer une tarification différente pour ceux qui ont un volume de déchets qui est beaucoup plus important. Il faut que le compte soit équilibré. Il n'y a pas de raison que celui qui fait 10 000 litres paye le même prix que celui qui fait 1000. Ça, c'est très clair. Par contre, il me semble important que le SMECTOM, qui est un service public, je vous le rappelle, collecte l'ensemble des déchets de tous les usagers du département. Et c'est pas parce qu'on fait trop de déchets à Berbiac qu'on va empêcher les entreprises de déposer leurs déchets. C'est une démarche que je ne comprends pas parce que de toute façon, les déchets qui sont produits à l'Ariège, les expédier ailleurs, ça me paraît complètement anachronique. Voilà. Donc, effectivement, j'en ai déjà parlé en bureau, mais ça sera réévoqué et ça sera remis sur la table sur les prochains bureaux. Le choix qui a été fait l'année dernière sera remis à plat, clairement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais alors, je ne sais pas s'il y a d'autres entreprises qui, au 2 janvier, n'auront plus leurs déchets ramassés. On va trouver une solution quand même pour continuer à les ramasser. Il n'y a pas qu'à sur Rignac, il y en a sur, il y en a sur la Basse-Ariège, il y en a sur la communauté d'agglo, il y en a partout. Et pas forcément des grosses entreprises qui sont à 13 000 litres. Donc le souci, il n'est pas que sur les grosses. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole sur ce sujet ou sur un autre ? Personne ? Bien, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous bon appétit et bonne soirée. Et de bonnes fêtes.